Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Demba Kandji, médiateur de la République. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets. Les missions du médiateur, les perspectives, les institutions, l'état de droit, la justice et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Demba Kandji face à Babacar Fall, le Grand Jury, dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Notre invité de cette semaine est un militant de l'état de droit, comme il aime à le rappeler très souvent, mais aussi un militant du droit tout court, puisqu'il a travaillé pendant plus de 40 ans dans l'administration judiciaire. Bonjour, Demba Kandji. Bonjour, monsieur Babacar Fall. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre longue carrière de magistrat vous a amené à occuper plusieurs fonctions. Juge suppléant au tribunal régional de Diourbel, tout jeune magistrat à l'époque. Président du tribunal de Louga, juge des enfants aussi, juge d'instruction chargé du 3e cabinet du tribunal de Dakar, président de la première chambre correctionnelle du tribunal de Dakar aussi, doyen des juges d'instruction près du tribunal régional hors classe de Dakar, avocat général près la cour d'appel de Dakar aussi, président de la chambre civile et commerciale près la cour d'appel toujours de Dakar, directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice, ensuite premier président de la cour d'appel de Dakar. C'est après que vous avez été nommé conseiller à la présidence de la République avant d'occuper les fonctions de médiateur de la République depuis août 2021. Vous êtes la 6e personnalité à occuper ces fonctions depuis sa création, depuis la création de l'institution en 1991. Quelle est pour vous, Demba Kandji, la plus belle étape de votre carrière? Je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, vous remercier vous-même et la radio Futur Média de m'avoir invité en tant que médiateur de la République pour parler de mon institution qui en a besoin dans ses missions en faveur du citoyen, dans son intercession auprès de l'administration. Nous y reviendrons. La plus belle, le plus beau souvenir, vous voulez dire? Oh, il y en a beaucoup. Mais moi, je pense que la vie de juge, c'est pas des souvenirs agréables, c'est plus que des misères. Parce que vous sortez d'un procès, vous sortez d'une confrontation, vous avez un camp qui vous en veut, vous avez un autre qui vous acclame, et vice-versa. Oui, on a des joies. Quand on se sent libéré après avoir médité, après avoir réfléchi sur une procédure, après l'avoir évacuée, disons vidée, vous êtes soulagé. Ça, c'est des moments de relax, c'est des moments de relaxation. Mais un souvenir en tant que tel, peut-être mon premier contact avec de grands magistrats de l'époque, lors de ma prestation de serment. Ça m'a marqué. J'étais tout jeune juge et j'avais écouté avec beaucoup de recueillement le discours d'un très 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 grand magistrat, paix à son âme, Feu Gilbert André. Ça m'a marqué. Et jusqu'à présent, je me suis fait le devoir d'avoir sur mon bureau ce discours transcrit à la machine Chapi à l'époque, avec vraiment un enseignement très très fort. Je pense que ce type de magistrat, c'est une race rare. Ça existe encore, mais c'est rare. C'est un moment marquant. Et à vous entendre parler, quand on rend une décision de justice qui fait des malheurs, quand on a un peu d'humanisme en soi, on est triste alors? Difficile d'être juge? Non, on n'est pas triste. Mais juger, c'est trancher. Et quand vous avez fini de trancher en votre âme et conscience, il y a toujours une partie qui perd, une autre qui se réjouit. Ces moments-là ne peuvent pas être regardés pour un juge comme des moments, en tout cas des moments de joie. Ça fait méditer. Ça fait méditer sur le paradoxe.
D'un côté, il y a une partie qui s'égaye, de l'autre, il y en a qui sombrent dans la tristesse. C'est comme ça la vie du juge. Et les critiques qu'on reçoit parfois, la dernière juridiction que vous avez dirigée, c'est la cour d'appel, président de la cour d'appel de Dakar, qui avait jugé justement en appel, par exemple, l'affaire Khalifa Sall dans le dossier dit de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, le camp de Khalifa Sall, vous en a beaucoup voulu aussi. Hein. Oui, bon, c'est la règle du jeu. Je pense que c'est l'évangile selon Matthieu qui dit « Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé ». Quand on juge, on doit accepter d'être jugé par ses semblables. On doit même accepter d'être jugé ailleurs. Mais c'est la règle du jeu. Non, c'est pas ces moments-là qui me marquent, non. Ça passe. Mais c'est normal. Dans la vie d'un acteur judiciaire, c'est tout à fait normal. Mais bon, vous comprendrez que je ne veuille pas trop me languir sur ces souvenirs douloureux ou agréables. Mais bon, c'est le cours de la vie d'un juge, surtout du pénal. Voilà. Est-ce qu'il peut arriver qu'un juge se trompe sur une décision qu'il rend immédiatement, il se rend compte qu'il s'est trompé, ou plus tard, non, après plusieurs années. Les juges, ils sont humains. Ils peuvent se tromper. Mais quand ils se trompent, il y a toujours une voie de recours pour redresser le mal jugé. C'est un peu ce que je fais en ce moment comme médiateur. Moi aussi, je suis chargé de redresser la maladministration. C'est la même chose. Je suis comme une voie de recours aujourd'hui. Voilà, bon, je pense que se tromper, comme on dit, errare humanum est, on peut se tromper, mais il y a toujours une voie de recours pour redresser le mal jugé. La justice sénégalaise, Demba Kandji, et la multitude de critiques à son encontre, l'éternel débat sur l'indépendance de la justice ou l'indépendance des magistrats. D'ailleurs, quelle est la formulation la plus correcte pour vous? Il y a les deux. Il y a la magistrature, l'indépendance de la justice en tant qu'institution. Parce que il y a également l'indépendance du juge en tant qu'acteur, en tant que personne. Les gens se trompent un peu, M. Fall, ils s'arrêtent sur l'indépendance. Mais l'indépendance, c'est pas tout. L'indépendance, ce n'est rien sans l'impartialité du juge. L'indépendance est une garantie offerte aux juges et aux justiciables pour l'équilibre du procès. Mais c'est pour moi, dans ma perception, c'est plus en faveur du justiciable, du citoyen, que l'indépendance a été édictée. Parce que c'est lui garantir un juge impartial qui va l'écouter, qui va se prononcer à l'issue d'un débat public et contradictoire sur sa demande, sur son action. Donc c'est pour les deux, c'est pour le juge, c'est pour le citoyen. Des deux côtés, c'est une garantie. Chez nous, on entend dire l'indépendance, on s'arrête à l'indépendance. Mais ça ne veut rien dire, l'indépendance seule. L'indépendance du juge, il n'existe et n'est effective que s'il y a l'impartialité du juge qui l'accompagne. Mais l'indépendance et l'impartialité sont confortées chez le juge par la garantie qu'elles sont inamovibilité. Que le juge, en rendant sa décision, se dise qu'après, il ne risque rien. Il ne risque pas d'être muté. Il ne risque pas d'être sanctionné, d'être beaucoup de choses qui peuvent arriver après. Donc c'est des garanties qui accompagnent cette indépendance. Garantie relative peut-être, Demba Kandji, quand on sait que la carrière des magistrats est gérée par le Conseil supérieur de la magistrature, dirigé par le chef de l'exécutif, le président de la République. D'ailleurs, cette réforme évoquée il y a 4 ans, on va en parler tout à l'heure. Alors, tant que le président de la République, patron de l'exécutif, dirige le Conseil supérieur de la magistrature, qui gère les carrières, l'inamovibilité est peut-être relative. Je pense que, vous savez, le juge est le seul fonctionnaire de l'État. Le seul, après le président de la République.
à avoir son statut adossé sur la Constitution. C'est la seule corporation publique qui a son statut adossé sur des règles constitutionnelles. Toute constitution démocratique vous dira la justice est indépendante. Les juges sont indépendants. Ils sont inamovibles. Voyez-vous, c'est une garantie constitutionnelle confortée par une loi organique qui s'appelle Statut des magistrats, mais qui viendra édulcorer un peu cette garantie malheureusement en disant que toutefois, en raison des nécessités de service, en raison de l'intérim peut-être, et on viendra affecter plus ou moins en rognant sur cette inamovibilité, sur cette garantie dont j'ai parlé. Vous avez raison. Mais le président de la République en tant que tel, pour moi, sa présence ou non au niveau du Conseil supérieur n'est pas du tout attentatoire à l'indépendance. Parce que ce sont les magistrats qui composent l'instance de délibération qu'est le Conseil supérieur. Qui a davantage élargi d'ailleurs. Oui, et qui devrait peut-être l'être davantage encore aux citoyens pour permettre aux élus locaux, aux uns et aux autres. Comme vous aviez fait à l'époque avec les jurés. Voilà, c'est comme ça, parce que c'est peut-être la participation citoyenne à l'œuvre de justice. Mais je le dis et je le répète tous les jours, qu'on le veuille ou non, le président de la République, même absent du Conseil, avec son ministre de la Justice, ne fera pas tâche. Parce que la Constitution dira partout, ici, aux États-Unis, en France, le Conseil supérieur, là où ça est institué, par exemple en France, le président ne siège pas. Mais le Conseil supérieur est d'abord un organe chargé d'assister le chef de l'exécutif qui est le président de la République. Les gens se trompent souvent là-dessus. Constitutionnellement, le Conseil supérieur de la magistrature est d'abord dédié au président de la République pour l'assister en tant que garant de l'indépendance de la justice. Une épine au pied de la séparation des pouvoirs, non? Je pense que oui. Je pense que ce n'est pas tellement attentatoire à la séparation. Non, la séparation peut exister. La séparation commence avec le statut du juge. Je pense que si les juges sont bien conscients de leur statut et si l'exécutif respecte bien les termes de ce statut, on peut parler de séparation effective des pouvoirs. Parce que le statut est destiné à situer le juge par rapport à lui-même, mais par rapport également à celui qui le gouverne. Bon, il y a quand même des choses que les gens ne disent pas trop, parce que les juges ne peuvent pas s'exprimer. Mais le statut est fait de telle sorte qu'il doit situer le juge, le positionner dans le jeu démocratique. Parce que dans une société démocratique comme nous prétendons l'être, dans un État démocratique comme nous prétendons l'être, c'est le juge. Un État de droit, je veux dire, c'est le juge qui est la figure centrale. Tout doit converger vers le juge. Vous et moi, nous sommes liés par le droit. Le gouvernement est lié par le droit. Tout, s'il y a un litige, quel qu'il soit, c'est au juge de le trancher. Maintenant, on en parlera peut-être plus tard, mais ma raison d'être en tant qu'institution de médiateur de la République, c'est parce qu'il y a des déficiences dans ce niveau. Oui, il y a beaucoup de manquements qu'on évoque très peu, sinon on les souligne, on prend des décisions, après pas de suite. Mais pour rester sur l'exécutif et le judiciaire et ce lien qui s'appelle parquet, dont l'autorité s'appelle ministère de la Justice. Quand le ministre de la Justice et le chef du procureur, encore là, obligation de relativiser cette séparation des pouvoirs d'Emba Kandji. Est-ce qu'il faut couper définitivement le lien entre ce lien de verticalité entre le ministère de la Justice et le procureur de la République? Je ne pense pas que ce soit vraiment, disons, en tout cas pour mes collègues du parquet, je ne pense pas que ça gêne. Parce que le magistrat du parquet a une garantie d'indépendance. Le ministre de la Justice ne peut pas enjoindre au
au procureur de la République de ne pas poursuivre un tel ou tel si le procureur estime que des éléments sont réunis pour poursuivre. En théorie, hein. En pratique aussi. En pratique, moi j'ai vécu des moments où des procureurs se sont dressés contre ça ou ont demandé parfois, dans des situations exceptionnelles, un ordre écrit. Et parfois, l'ordre écrit, on le donne en réfléchissant. Il y a des garanties statutaires. Maintenant, qui en use, qui n'en use pas, il n'est pas également bon pour le citoyen d'avoir un juge écervelé ou un procureur écervelé qui fait les choses en tintamarre. Mais dans le silence des cabinets, dans le silence des offices, il y a parfois quand même des actes éminemment révolutionnaires, des attitudes éminemment progressistes que les uns et les autres prennent. Je ne veux pas dire que c'est général. Hein. Il y en a qui adhèrent à cette théorie que vous êtes en train de développer. Ils disent qu'il n'est pas question non plus d'avoir une république des juges. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, en tant que juge, je ne suis pas d'accord. Ouais. Moi, en tant que juge, je suis contre. Et ça, je vais vous dire, quand j'étais juge, je suis contre la syndicalisation croissante vraiment de la corporation judiciaire. Je suis tout à fait contre. Je suis d'accord qu'on puisse revendiquer. Mais la revendication syndicale est en train de porter de sérieux coups, en tout cas de lacérer même le tissu judiciaire parfois, la cohésion que nous avions. Parce que vous savez, quand on revendique en tant que juge, en tant que procureur, on a le même serment qui dit de s'en tenir au secret et qui ne vous délira jamais de cette obligation. L'obligation au secret, qu'est-ce qu'on en fait? Celui qui est dans le syndicat, il parle, il va à la radio, hein? Il fait comme les syndicalistes. Et pourtant, dans nos grandes démocraties, l'administration judiciaire se syndicalise aussi. Allez voir dans l'histoire de France, il y a eu combien de radiations par le Conseil supérieur d'attitude de juge du syndicat de la magistrature par le Conseil supérieur. Combien de radiations il y a eu? Je parle de 1968 avec le juge Oswald Boulot, je ne sais pas quoi. C'est le premier. Non, vous savez, il y a des limites. Il est possible de tenir un syndicat en justice. Mais le drame que ça crée, en tout cas moi, la difficulté que ça crée, c'est que vous avez un syndicat. La personne qui dirige le syndicat se dévoue, va à la radio, parfois outrepasse les limites de ce que tolère le statut. Si on ferme les yeux là-dessus, demain, quelqu'un qui n'est pas du syndicat, il sera difficile de lui faire un reproche dans le sens d'un manquement de cette nature, par rapport à cette obligation au secret. Ça fait quand même un double langage pour ceux qui peuvent, en tout cas ceux qui ont eu comme moi, à diriger des juridictions supérieures. Les chefs de cour et de parquet. Contradictoire à la fonction alors pour vous? Non, ce n'est pas contradictoire. C'est possible. C'est à encourager, mais c'est à canaliser et à peut-être plus ou moins encadrer par rapport à la spécificité même du statut du magistrat. Moi, je suis d'accord qu'on puisse, disons, se livrer à une activité syndicale. Ça tombe bien qu'on évoque cette question parce que... Non, de toute façon, moi, je suis à l'aise pour le dire. L'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal... L'UMS ne m'en voudra pas parce que l'UMS n'est pas un syndicat. L'UMS tient son assemblée générale ce week-end à Saly, Portugal. Vous êtes toujours membre malgré... Je suis à jour, je le dis tout haut parce que le président et les membres vont m'entendre. Voilà. Alors, est-ce que les attitudes de l'UMS vous agréent ou pas, qui portent les revendications... Absolument, je suis d'accord avec l'UMS. Qui a été reçu vendredi par le président de la République. Je suis d'accord avec l'UMS. C'est vraiment en rapport avec nos statuts. Je n'ai jamais été contre l'UMS. Quand je suis contre une démarche syndicale, une démarche en tout cas du bureau de l'UMS, je ne me privais pas de prendre mon téléphone ou d'appeler la personne concernée. Non, je ne le dis pas par rapport au Sénégal. Hein. Au Sénégal, je suis à l'aise pour le dire parce que le syndicalisme est interdit au milieu de la justice. Nous, on ne peut pas être syndiqué, en tout cas en tant que magistrat. On ne peut pas. Ailleurs, ça l'est. L'UMS est un syndicat peut-être qui ne dit pas son nom.
parce qu'il y a des restrictions. Mais en même temps, c'est une association dire qui porte des revendications. C'est nous amener à violer les interdits de la Constitution. Nous ne sommes pas un syndicat. Nous ne pouvons pas nous syndiquer, nos statuts l'interdit. C'est tout comme parce qu'elle porte l'UMS des revendications. D'ailleurs, avec le bureau de l'association a rencontré le président de la République vendredi. Où, non, ça c'est traditionnel. Ça c'est traditionnel, oui. Babacar. De tout temps, moi quand j'étais jeune magistrat... Les revendications ont été déposées auprès du président de la République. J'étais jeune magistrat, l'UMS était déjà... L'UMS a été porté sur les fonds baptismaux par nos aînés, nos aînés, les Youssouf Ndiaye, paix à son âme et autres, de grands magistrats. Mais cet UMS-là a toujours rencontré l'autorité exécutive à la veille de certains événements judiciaires. Ça, c'est quand même le signe de bon rapport. C'est le signe d'urbanité que la magistrature exprime à l'endroit de l'exécutif et même du législatif. Moi, je me demande pourquoi, parfois, l'UMS ne rendrait pas visite au président de l'Assemblée nationale. C'est tout à fait urbain. Parce que c'est des corps qui viennent rencontrer d'autres corps, peut-être. C'est de la courtoisie pour moi. Vous évoquez beaucoup l'ancienne génération de magistrats au Sénégal, des références, beaucoup sont d'accord. Aujourd'hui, est-ce que... Je suis médiateur de la République. Oui, je ne l'oublie pas. Ne vous en faites pas. Mais quand vous évoquez l'ancienne génération, est-ce qu'on peut en déduire qu'aujourd'hui il y a une sorte de fracture, une sorte de conflit de génération dans la magistrature? Absolument pas. Et les plus jeunes m'entendent. Moi, j'ai jamais vécu ça. Bien que parfois, ayant eu l'âge d'être le pater des uns et des autres, moi, j'ai toujours évolué, et certains autres collègues de ma génération, j'ai toujours été à l'aise avec la jeune génération. Ça dépend. Ça dépend de qui le dit. Ça, c'est des gens qui pensent que les jeunes sont là pour... Non. Les anciens ont leur place dans la magistrature. Parce que les anciens expriment encore un savoir-faire et un vécu que les jeunes n'ont pas encore eu. Mais ce n'est pas dire « oh, toi que je m'y mette ». Non, 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 non. La magistrature, c'est le statut qui est calqué sur celui de l'armée. Nous avons des grades, des échelons, et nous marchons comme tels. Il y a une hiérarchie dans la magistrature. Vous arrivez tôt dans une fonction, vous pouvez tout de suite exprimer votre immaturité. Parce que le magistrat travaille sur l'humain. Et ça s'apprend pas à l'école simplement. Ça se vit au quotidien, avec des bas et des hauts. Voilà. Oui. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais vraiment, la magistrature sénégalaise, pour tout dire, c'est pas une magistrature fracturée. À mon avis, tel que moi je constate ça, vraiment, de la Cour suprême au tribunal d'instance, je ne vois pas cette fracture. Maintenant, c'est ce qui fait le paradoxe de chez nous. Nous avons une magistrature éparpillée. Vous avez ça et là à Dakar, combien de sites, jusqu'à Pikine, jusqu'à Guédiawaye, combien de sites judiciaires. Parfois, faire rencontrer ces magistrats, c'était très difficile. Vous arrivez par exemple au tribunal de grande instance de Paris, avec sa cour d'appel et autres, les magistrats se voient à longueur de journée dans les restaurants et autres. Ce qu'il faut demander, ce qu'il faut vraiment souhaiter, c'est que les édifices judiciaires soient implantés à l'image des besoins, conformément aux besoins de la justice. Qu'est-ce que vous voulez dire, genre, non, l'éparpillement fait que parfois... palais de justice pour toute la région de Dakar? Peut-être pas une cour suprême somptueuse, avec des cours d'appel, avec beaucoup de juridictions plus ou moins. C'est comme ça qu'on peut se réunir, retrouver. Comme ça qu'on peut toujours cultiver la convivialité. Les magistrats peuvent faire 10 ans, 15 ans, sans rencontrer celui qui est sorti, disons, celui qui est déjà à Pikine pendant 10 ans. Vous pouvez ne pas le rencontrer. Ça, c'est pas bon. Et c'est peut-être tout ça qui fait que l'UMS, avec ses assemblées générales annuelles, vraiment est encouragé. Parce que là, les magistrats, vous y allez, c'est tout un hôtel qui est réservé. C'est beaucoup d'hôtels d'ailleurs, beaucoup de sites qui sont réservés. Et pendant 72 heures, les magistrats et leurs familles sont dans un brassage, dans un échange. Ça, au moins, c'est intéressant. Voilà. Avant de refermer ce chapitre-là, quand on parlait
Des critiques formulées à l'endroit de la justice sénégalaise, même les plus hautes juridictions qui ne sont pas épargnées. L'exemple des dernières décisions du Conseil constitutionnel sur les législatives, les candidatures aux élections législatives, qui sont très contestées par l'opposition. Comment rétablir, avec votre grosse expérience, rétablir une relation de confiance entre le judiciaire et les politiques? Vous savez, moi, j'ai été instruit par peut-être les films que j'ai regardés, peut-être par ma naïveté, mais j'ai jamais vu une décision de justice acclamée par les partis. Le perdant a toujours vitupéré contre son juge, a toujours nourri le vœu de se payer la tête de son juge. Tout perdant. Et ça, vous me permettrez vraiment de m'arrêter un instant pour vous dire, avant de répondre à votre question. Vous savez, si les juges devaient être responsables des actes juridictionnels qu'ils rendent, il y a longtemps qu'on n'en aurait plus dans les offices. Tous les perdants veulent se payer la tête du juge. Ils écrivent au ministre de la Justice, ils écrivent parfois au président de la République. J'ai été ministre conseiller juridique du président de la République et j'ai vu les correspondances passer. Vitupérer contre des juges, contre des procureurs. C'est normal. C'est humain. Parce que l'Africain n'a pas encore peut-être développé cette culture du procès à l'occidental. C'est normal, hein. Mais je pense que globalement, vitupérer contre la décision du juge, c'est pas à Dakar seulement. Le Conseil constitutionnel malien, la Cour constitutionnelle du Mali, c'est l'office du juge. L'office du juge en général, en Afrique francophone, qui est chahuté. Par qui? Par certains plaideurs. Je ne dirais pas une coloration, parce que je ne veux pas me faire taper sur le doigt de main. Par certains plaideurs, qui parce qu'ils ont une association et un récépissé, s'arrogent une immunité que la loi ne leur reconnaît pas. Moi, la décision du Conseil constitutionnel dont on parle, mais je ne suis pas chargé de la défendre. Mais bon, pour moi, tout le monde a perdu dans cette affaire. Toutes les parties ont perdu s'il y a perte. Bon, maintenant, je n'ai pas vu dans ma vie de juge une décision de justice acclamée. C'est l'office maintenant du juge dans cet espace de l'Afrique occidentale française, l'Afrique francophone. C'est cet office du juge qui est chahuté. On en cherche les raisons. Ce n'est pas à moi de les avancer ici. Mais pour moi, quand je perds devant un juge, je m'incline et j'essaie de chercher les voies de recours. Ou en tout cas de commenter la décision en la critiquant. Mais moi, je ne vois même pas les décisions commentées. Et bon, je pense que vraiment, c'est pas facile. Commenter techniquement, avec des arguments juridiques. Oui. Ouais. Bon, peut-être que demain, il faudra, dans les conseils constitutionnels, faire un échevinage qui permettra à des hommes politiques d'y avoir, dans les contentieux les concernant, d'avoir peut-être des représentants désignés. Et ouvrir le conseil constitutionnel. Non. Échevinage, on peut le faire comme ça, c'est des assesseurs, peuvent venir dans la matière électorale. Pourquoi pas? On a ouvert la commission de recensement des votes, la commission nationale de recensement des votes. Ça marche bien. Les partis politiques, ils sont représentés. Les candidats en lice à la présidentielle, ils sont représentés. Est-ce que le Conseil constitutionnel doit demeurer une institution judiciaire exclusivement tenue par des magistrats ailleurs, puisqu'on prend les exemples par-ci par-là, on ouvre l'institution à d'anciens chefs de l'État. Babacar, sans vous laisser terminer, ça c'est l'apanage de la plus haute autorité. Moi, je ne sais pas. Moi, je pense que les magistrats, jusqu'ici, et ça je le dis objectivement, se sont acquittés avec objectivité, vraiment de leur tâche. Maintenant, ça n'empêche pas une critique. La critique, ça fait avancer. Vous savez, moi, la critique que je redoute, c'est la critique plus ou moins, mal construite.
Moi, une critique argumentée qui me permet d'avancer dans le fond comme dans la forme, j'accepte. Mais une critique de la passion qui fait naître, qui débouche sur une opinion, comme disait Nietzsche, ça me fait peur. Et ça, c'est la critique des réseaux sociaux, malheureusement, qui s'installe chez nous. Vous évoquez la culture sénégalaise et le procès à l'occidental, comme on le fait, parce que notre système judiciaire n'est pas... J'ai pas voulu dire ça. Oui, mais la question, elle est là. Est-ce que la justice telle qu'elle est organisée au Sénégal répond aux réalités sénégalaises, puisque c'est un système, des mécanismes copiés ailleurs et transposés ici, et depuis le départ? Tout à l'heure, j'ai essayé de vous taquiner, en vous disant que ma raison d'être, d'ailleurs, c'est l'insuffisance du contrôle juridictionnel du juge classique, du juge officiel, sur l'administration. C'est ma raison d'être en tant qu'institution de médiateur. Parce que le juge est très éloigné encore du justiciable. Le juge, la langue officielle, dit la Constitution, c'est le français. Le juge parle à son compatriote du même dialecte, qui a le même dialecte que lui, par l'intermédiaire d'un interprète. Les juges ne sont pas suffisamment nombreux. Les juridictions sont éparpillées, plus ou moins, mais inégalement réparties à l'intérieur du pays. Maintenant, une autre barrière culturelle, je parlais de la langue française, mais même le costume, ça peut être un choc pour en tout cas les gens de ma contrée qui débouchent comme ça sur une salle des pas perdus pour la première fois. L'éloignement du juge au plan géographique, au plan culturel, ça existe. Malgré les efforts qui ont été toujours faits par les réformes successives depuis l'indépendance de rapprocher la justice du justiciable. Et l'accès à la justice, d'ailleurs, demeure encore problématique. Vos robes de juge, ça va, Demba Kandji, dans le système anglophone, on est africain, sahélien, et on met des perruques à l'anglaise. C'est encore pire. C'est horrible. Mais c'est vous dire que culturellement, il y a encore une barrière. Il y a encore des choses à faire. Maintenant, bon, je pense que la critique, bon, si elle est bien faite, elle peut faire avancer les choses. Mais maintenant, bon, une décision de justice qui ne soit pas critiquée, je pense que c'est peut-être l'idéal, mais c'est pas demain la paye. On en vient maintenant, Demba Kandji, à votre travail de médiateur de la République. Et je souligne que vous êtes aussi, je crois, le trésorier de l'association des médiateurs des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'AMPUEMOA. Vous avez tenu une assemblée générale récemment, au mois de juin, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le 6 juin. Oui, le médiateur de la République, par définition, est une autorité indépendante qui ne reçoit d'injonction de personne. Est-ce que dans la pratique, dans nos États africains, c'est comme ça que cela se passe exactement et partout? Oui, bon, je pense que je me demande, moi, qui pourrait avoir intérêt à appeler le médiateur pour lui dire « fais ceci ». Qu'est-ce qu'il ferait? Rien. Parce que, pour vous en convaincre, M. Fall, le médiateur, il est issu d'un ancêtre lointain qui s'appelle Juge Titi Ombudsman, créé en 1803 en Suède. C'est une autorité administrative à l'époque, indépendante comme aujourd'hui. C'est pour ça que l'institution sénégalaise médiateur de la République est relativement jeune, 1991. Oui, mais juste 31 ans. Nous, on n'est pas jeunes. On est les premiers à avoir été institués dans l'espace francophone. Et je vais vous dire un peu pourquoi. Donc, on est né du Justiti Ombudsman suédois, qui est une autorité indépendante, administrative, qui n'a pas de pouvoir judiciaire, qui n'a pas de pouvoir exécutif, qui n'a pas de pouvoir législatif. On a été institué pour porter les réclamations du citoyen auprès de l'administration, pour lutter contre la maladministration, comme disent les Anglais. Parce que, vous ne doutez pas d'un instant, qu'avant cette ère de parti, disons, de multipartisme, de syndicalisme à foison, d'association, de liberté de parler et d'agir,
on a vécu quand même en Afrique francophone ici des moments très stricts en termes de gouvernance. C'était le régime dans beaucoup de pays négro-africains. Un parti unique, un père de la nation, tout puissant, qui gérait la chose publique à sa façon. Voyez-vous, l'Afrique l'a vécu parce que l'Afrique est allée à l'indépendance avec le système de gouvernance aujourd'hui en vigueur en Occident et sur lequel nous sommes revenus. Mais dès après l'indépendance, beaucoup de régimes ont, disons, plus ou moins verrouillé en mettant le parti unique, un homme fort, père de la nation, qui avait droit de vie et de mort sur beaucoup de choses, en tout cas beaucoup de citoyens. Ça s'est fait pendant longtemps et l'administration fonctionnait de façon verticale par rapport aux citoyens. Ça a créé des récriminations jusqu'en 1989, avec la chute du mur de Berlin, avec les conférences nationales. C'était en 1990 les conférences nationales. Nous avons eu notre médiateur en 91. Réformé en 99. Voilà, mais nous avons eu, avant les autres, un multipartisme d'abord, limité à 3. Ensuite, un multipartisme intégral dès 1981. Donc nous n'avons pas été contraints d'aller vers le médiateur de la République. Nous avons créé le médiateur, nous, pour accompagner l'ouverture démocratique. Il y avait le multipartisme, il y avait les syndicalismes qui se créaient librement. Il fallait maintenant créer une démocratie administrative. C'est ce que nous avons fait avec le médiateur de la République, qui vient porter les réclamations du citoyen auprès de l'administration, qui a une autre facette de consumériste. Le médiateur peut être chargé de réclamations, peut s'occuper des problèmes de consommation. Il peut occuper également une dernière facette qui est née après, la défense et la promotion des droits de l'homme. Est-ce que le citoyen sénégalais connaît bien le médiateur de la République? Oui, relativement. Relativement, parce que nous sommes saisis de questions qui me laissent comprendre que maintenant, nos compatriotes quand même savent ce que c'est que l'utilité du médiateur. Les questions d'équivalence des diplômes, moi j'y ai travaillé la semaine dernière. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'administration sénégalaise, on est arrivé à un stade tel qu'elle a besoin, la fonction publique notamment, de se moderniser. Elle le fait, hein. Je ne veux pas que les animateurs de la fonction publique croient que je suis là pour vitipérer. Non, elle le fait, mais elle ne le fait pas suffisamment. Aujourd'hui, il y a de nouveaux métiers, de nouveaux diplômes, de nouvelles compétences. Et on ne crée pas des corps qui puissent recevoir ces gens. Ils sont des jeunes surdiplômés qui aujourd'hui sont en passe de quitter l'administration pour aller vers d'autres cieux. Ce n'est pas bien. Je crois que l'administration aujourd'hui, le grand mal que moi je puisse lui en tout cas diagnostiquer, c'est son immobilisme dans ce sens. Il faut qu'on crée à l'intérieur de certains ministères, notamment techniques, de nouveaux corps pour recevoir ces nouvelles compétences fondées sur des diplômes que nous n'avons pas connus jusqu'ici. Je rappelle que vous pouvez être saisi tout comme vous pouvez vous auto-saisir. Est-ce que des questions comme celle de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar, vous venez de dire que même les questions de consommation vous intéressent. En tant que médiateur aussi de la République, vous êtes compétent dans le traitement des réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l'État, des collectivités locales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public. Donc je crois que l'hôpital Aristide Le Dantec devrait vous intéresser, Demba Kandji. Allez-vous agir dans ce dossier où il y a plusieurs polémiques? D'abord le montage financier avec la vente par l'État sénégalais de 3 hectares du site de l'hôpital pour sa reconstruction. Il y a le plan de redéploiement des services et des personnels qui n'agréent pas tout le monde. Ensuite, il y a des personnels de Le Dantec qui sont dans le flou et qui craignent de perdre leur travail. Oui, bon, vous savez, je ne suis pas le seul médiateur. Je ne me saisis pas à tout va. J'aurais pu peut-être m'intéresser tout de suite à ça, mais je me suis rendu compte que le Haut Conseil du dialogue social s'est rapproché de cette affaire et il travaille
étroitement avec le ministère concerné et d'autres structures. Je pense que parfois aussi, chez nous, on nourrit une polémique qui n'a pas lieu d'être, hein, qui n'a pas lieu d'être. Je ne dis pas que ce que les gens disent ne doit pas être dit, mais je pense qu'il y a des gens, des compétences, disons, dans le secteur, qui sont en train de s'en occuper. Je m'intéresse à ça. Je suis le dossier. Et si, en tout cas, s'il y avait des paramètres, disons, le justifiant, je l'aurais fait. Mais jusqu'à présent, non. Je n'ai pas voulu m'en mêler parce qu'il y a déjà des gens qui avancent en accompagnant le processus. Maintenant, si les gens me saisissaient, certainement que j'étudierais la question de façon plus approfondie. Mais pour l'instant, non. Je dois avouer que je n'ai pas fait autre chose que ce que vous, en tant que... Peut-être même vous avez fait plus parce que vous êtes un investigateur. Mais moi, j'ai vraiment pas fait autre chose que de m'informer. Et pour l'instant, je pense qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui accompagnent plus ou moins les récriminations et les doléances. Je pense que ça va se régler. Quand vous évoquez les autres médiateurs d'autres organismes de l'État qui font presque le même travail que vous sur certains dossiers, est-ce que ça veut dire que les lignes ne sont pas très claires, que les rôles ne sont pas bien définis, qu'il y a télescopage entre organes de l'État? Non. Ça a été tellement bien pensé. Parce que le médiateur de la République, et je souhaite que d'ailleurs d'ici quelques années que cette institution connaisse une mutation dans le sens de se positionner davantage sur la défense et la promotion des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, les médiateurs sectoriels, ils sont en train quand même, il y a l'ARMP, il y a le CNRA, il y a l'ARTP, beaucoup de médiateurs sectoriels qui font un travail dans le secteur dans lequel moi je ne peux pas m'immiscer. Si on si on m'écrit pour me dire une fréquence télé, ce qu'on peut faire. Si on peut m'écrire pour me dire une fréquence bande FM, mais je suis obligé, moi, d'orienter la personne vers la RTP. Parce qu'elle est outillée. Moi, je ne le suis pas. Je n'ai ni spectre ni rien. Je ne sais même pas lire les choses techniquement, comment je vais faire. Donc, pour dire que moi, je suis une organisation fêtière qui travaille plus ou moins dans la prise en charge du tout venant, hein, le monsieur qui est en contact direct avec l'administration classique, qui a besoin de voir son diplôme reconnu, qui a besoin d'être homologué dans tel ou tel secteur, qui demande un emploi même. Mais dans le service public, puisque vous n'intervenez pas dans le privé, est-ce que ça peut être considéré comme une... Je peux intervenir à RFM, moi. Ah oui. Je peux intervenir auprès de tout organisme chargé d'une mission de service public. Oui, mais par définition, organisme privé. Oui, privé. Maintenant, quand il y a un litige entre deux personnes privées, ça ne me concerne pas. Ça, c'est l'affaire du tribunal, du tribunal de l'inspection du travail. Vous pouvez quand même intervenir sur un litige entre une personne physique et une personne morale. Quand la personne morale est chargée de délivrer une mission de service public, oui. Je peux. Mais maintenant, s'il faut dire il me doit de l'argent, la personne morale me doit de l'argent, ça, c'est pas mon rôle. Maintenant, si l'État doit de l'argent à une personne, ça, je peux. Une personne privée, oui, je peux. Est-ce qu'aujourd'hui, l'institution, le médiateur de la République, il a besoin d'être renforcé Nous avons surtout besoin... Extension de ses pouvoirs. Nous avons surtout besoin d'avoir un écho auprès de l'administration. Et c'est pourquoi nous, médiateurs, au niveau de la francophonie, parce que tout à l'heure, vous disiez que moi, j'étais trésorier de la MPUMOA, mais également, je suis membre du board de l'association des médiateurs de la francophonie. Je suis membre du bureau. Je pense que nous avons besoin d'avoir plus d'impact auprès de l'administration. Est-ce que vous le dites dans les rapports que vous remettez au président de la République? Ah oui. Même avant les rapports, nous écrivons, nous nous adressons au président de la République. Parce que le médiateur aujourd'hui, ce qu'il fait, il est éminemment utile. La dernière fois, nous avons tenu avec les médecins, par exemple, psychiatres du Sénégal, un atelier d'une journée sur les malades mentaux.
qui peut vous concerner, qui me concerne, qui concerne tout le monde. Ce n'est pas agréable de voir une jeune personne fouiller dans les poubelles pour trouver à manger ou dormir sous un pont. Et ça, je pense que notre niveau de démocratie et notre aspiration à l'émergence ne devrait plus autoriser cela. Donc nous travaillons pour que ces structures qui se créent, on vous dit hôpital tel, niveau 5, mais il faudrait que dans ces hôpitaux, parce que vous allez voir le Dantec reconstruit bientôt, vous ne verrez peut-être pas un pavillon psychiatrique. On parle de village psychiatrique encore dans ce pays. Beaucoup de choses qui font que nous, on réfléchit par rapport à ça. Sans que personne ne nous y invite, on s'en saisit et on écrit à qui de droit, au ministre, au président de la République, pour lui faire part quand même de nos réflexions. On va quand même évoquer l'affaire des sociétés publiques ou privées liquidées à la lumière de l'actualité. Les ex-salariés des anciennes sociétés ou défuntes sociétés SIAS, Sotrac, Ama Sénégal, qui ont tenu plusieurs semaines de grève de la faim, à laquelle ils ont mis un terme après l'intervention de médiateurs formels ou pas formels. Est-ce que cette question-là aussi, ces gens qui courent derrière leur argent, le dossier le plus vieux, c'est la SIAS, ensuite la Sotrac, puis Ama Sénégal. Est-ce que ce genre de dossier-là? Ce sont des gens que j'ai reçus. Oui. Ce sont des gens dont j'ai traité les demandes. Et je sais que l'autorité est très réceptive. Maintenant, ce que je ne peux pas moins comprendre, ces gens, je les ai reçus il y a peut-être 3 mois. 3 mois, j'ai remonté l'information. J'ai réécrit. Et je sais que ça avançait bien. Vous ne verrez jamais le médiateur de la République aller rendre visite comme ça sur un site de grève de la faim. Parce que ça, c'est éminemment difficile. Moi, je ne l'accepte pas comme procédure administrative. Moi, je ne peux pas bousculer l'administration. Mais je sais que ce dossier qu'ils m'ont soumis, ces 3 dont vous parlez, ces 3 syndicats, vraiment, ça a connu, en tout cas, des promesses. Maintenant, c'est après que j'ai appris qu'il y a eu grève de la faim. Je suis content d'apprendre que aussi d'autres autorités ont intercédé et que la grève a cessé. Mais le médiateur a travaillé sur ces dossiers et sur d'autres dossiers. Vous devez peut-être disposer de plus de moyens pour, oui, peut-être. Pour secouer l'administration. Surtout que l'administration puisse quand même entendre le médiateur. Parce que c'est très malheureux. Cette affaire aurait pu quand même être évitée. Cette grève de la faim aurait pu être évitée parce que le médiateur a écrit. Le médiateur a écrit et je sais que c'était en voie de trouver une solution. Maintenant, je ne peux pas toujours dire c'est à tel endroit, c'est pas mon rôle. Parce que bon, l'administration est ce qu'elle est. Parfois, l'autorité donne des ordres, mais le temps que ça passe par le circuit normal, bon, les gens pressés ont le temps de trouver ça trop long et de passer à autre chose. Mais je suis tout à fait désolé et je les ai suivis, mais je pense que bon, ils ont des revendications que l'autorité est en train d'étudier. Mais moi, je n'ose pas aller sur un site de ce genre, parler à ces gens sans être gagné par l'émotion et leur faire des promesses que je ne saurais tenir. C'est très dangereux. Je l'évite. Le médiateur s'occupe des questions de consommation quand ces inflations mal contrôlées par l'État. Le dernier exemple de Touba où une inflation mais incroyable, spectaculaire du prix de l'oignon. Comment ça peut arriver? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, je ne peux que m'en désoler, parce que bon, je dis consumérisme, parce qu'il y a quand même des gens qui occupent le terrain. Le problème de Touba, ça a été très bien géré, parce que l'opinion a réagi violemment. L'opinion a vraiment réagi violemment, et moi je trouve ça choquant. Un kilo d'oignon à 1500 francs, ça quand même c'est contre vraiment toute la décence. C'est contre toute décence. Bon, heureusement que sur place, l'autorité est arrivée pour saisir le stock et le liquider au prix normal. Bon. Mais ça, c'est la cupidité. On n'y peut rien. Bon, c'est peut-être le milieu qui est comme ça. Mais je pense que c'est bon d'avoir de donner cet écho à ce problème qui ne risque pas de se renouveler. On vous laisse retourner dans votre village d'Emba Kandji. Je le dis parce que nous avons remarqué que vous tenez à votre Thiénaba gare natale. Et Thiénaba Sek en même temps. Thiénaba de façon générale. Puisque vous êtes né à Sewekhaï, c'est pas loin. 5 km. Voilà. Pourquoi cet attachement-là
Je sais pas, je pense que c'est un milieu très sain. C'est un milieu très sain, bon, dans lequel les gens essaient quand même, en tout cas jusqu'à présent, de cultiver les valeurs d'antan, tout en étant dans le monde d'aujourd'hui. Parce que bon, nous on n'est pas encore gagné par ce que je redoute le plus dans ce pays, le phénomène des réseaux sociaux, qui déconstruit nos valeurs. Les sociétés comme les nôtres encore évitent les bancs publics qui vous poussent à la médisance, au diaou. Nous sommes encore entre nous en train de parler de choses tout à fait à dimension d'homme. Bon, l'école a été accueillie dans un contexte où vraiment la pratique de la religion était très très prégnante. L'école a été installée, mais pour dire tout de suite bon, qu'il faudrait y aller tout en restant nous-mêmes. Et je pense qu'à Thiénaba aujourd'hui, c'est ce qu'on cultive. J'ai parlé de Thiénaba Seck, je suis de Thiénaba Gare, c'est la partie administrative avec la sous-préfecture. Mais si Thiénaba Gare a existé, c'est à cause de Thiénaba Seck. Bien sûr. Donc, couper avec son milieu, moi, je le conseillerais à personne. Je voulais juste dire les réseaux sociaux, parce que c'est une sérieuse menace, M. Fall, pour la cohésion nationale. C'est une sérieuse menace pour l'état de droit. Je ne sais pas ce qu'il faudra faire demain, mais si la violence s'accentue, verbalement, physiquement, c'est en partie grâce à ces réseaux sociaux mal utilisés. Faut-il légiférer Je ne pense pas. Moi, je ne sais pas. Nous, on a des lois. On a des lois. Je pense qu'il faut les appliquer d'abord. En tout cas, moi, je pense que c'est la seule menace qui pèse sur l'état de droit au Sénégal. Les réseaux sociaux. Oui, je pense. Merci Demba Kandji, médiateur de la République. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Abdou Thiam qui était à la régie. Les programmes continuent sur RFM. Excellente fin de week-end. À dimanche prochain pour un nouveau numéro du Grand Jury de RFM.